La première question est de définir qu'est-ce qu'un réseau local de services. Au niveau de la santé mentale, je pense qu'on est plus dans des réseaux locaux reliés à des services, plus à des programmes services qu'à quelque chose de général là, qui fait le tour d'un territoire. Jusqu'à maintenant, il y a eu beaucoup d'organismes qui ont participé il y a plusieurs années à l'établissement des projets cliniques. Après ça, il y a eu un vide pendant plusieurs années. Et entre-temps, beaucoup de territoires, je peux surtout parler des 12 territoires de C3S montréalais, il y a plusieurs endroits où il y avait déjà des tables de concertation, des lieux d'échange avec des gens du réseau. Et plusieurs de ces tables-là ont comme muté, puis on peut peut-être appeler ça maintenant des réseaux locaux de services. Là. Ça dépend, pour avoir entendu dans les derniers jours différentes réflexions sur le sujet, j'étais assez d'accord par rapport à ce que j'ai entendu, à savoir qu'il y a différents niveaux de compréhension de ce qu'est un réseau local de services. Maintenant, j'ai fait un petit sondage auprès de mes membres, qui n'est pas nécessairement un sondage scientifique ni totalement représentatif de tout ce qui se passe. Ce que je vois, c'est que beaucoup d'organismes qui ont un lien avec une clientèle plus lourde en santé mentale, là, des gens qui vivent des problèmes plus importants, qui sont en lien, ces organismes-là qui sont en lien avec des C3S, soit à l'intérieur de ce qui s'appelle le guichet d'accès en santé mentale, soit à l'intérieur de rencontres plus ou moins formelles, ou soit à l'intérieur de rencontres plus ou moins formelles assez régulières, ou à l'intérieur de rencontres plus formelles sur une base annuelle là, de 2-3 rencontres par année. Et là, il y a des échanges qui permettent une meilleure compréhension entre le travail que fait le milieu communautaire et le travail qui est fait à l'intérieur, ou du moins qui est souhaité d'être fait à l'intérieur des C3S. Ce qui n'empêche pas quand même certaines choses un peu étranges d'arriver, de certains C3S qui ouvrent des programmes sans tenir compte de ce qui existe déjà dans la communauté, ce qui n'empêche pas des fois des situations où, pour le nombre de personnes qui sont à l'intérieur des équipes de première ligne en santé mentale versus le nombre de personnes qui sont dans le milieu communautaire, de se poser des questions sur quel est le travail qui est réalisé à l'intérieur des services du C3S. Alors, je dirais que c'est un peu ça. Donc, si je résume, un côté échange, meilleure compréhension, un côté coordination de services jusqu'à un certain point. Je pense que c'est un peu à ça là, le niveau auquel le milieu communautaire santé mentale participe. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Ça, c'est une première question. Je ne sais pas s'il y a vraiment des choses qui ont changé. Ce qui a changé, c'est plutôt la vocation de certains établissements qui, par exemple, étaient des asiles, des hôpitaux qui sont devenus des instituts universitaires, ce qui a fait que ces gens-là, malheureusement, dans certaines situations, se sont retirés de certains services ou ont pris des budgets, les ont sortis des services qui étaient adressés à la population pour les ramener à l'intérieur de leurs besoins administratifs et leurs nouvelles orientations, ce qui prive la population de certains services. À l'intérieur de ces 3S, c'est très difficile pour nous, en fait pour moi, là, c'est très difficile de savoir si il y a eu un changement véritable. On entend encore, là, je peux pas confirmer ce qu'on entend, mais on entend encore assez régulièrement j'ai encore entendu ça hier, des gens qui disaient que c'était dommage qu'ils ne pouvaient pas toucher au budget de santé mentale comme avant parce que avant, on pouvait prendre le budget de santé mentale dans un CLSC, le mettre aux soins à domicile parce que, bon, de toute façon, il y a des gens qui vivent des problèmes de santé mentale, mais c'était surtout pour résoudre les problèmes des services à domicile, pas nécessairement pour résoudre des problèmes de santé mentale. Est-ce que la création des C3S a eu une influence là-dessus? Je ne sais pas trop. Ce que je sais, par contre, c'est qu'avec le plan d'action en santé mentale, à partir de 2005 puis de la création des C3S, il était supposé se créer des équipes de première ligne en santé mentale. Ça a été longuement retardé.
pas sûr que c'est juste à cause des C3S. Là, il y avait une histoire de psychiatres qui n'aimaient pas tellement cette réforme-là parce que les autres perdaient beaucoup, enfin perdaient ou enfin pouvaient devenir des répondants, et puis là, ça changeait, puis enfin bref, ça a été une longue négociation. Après ça, il y a eu des transferts de budget de deuxième à la première ligne, avec une clientèle qui a suivi. Est-ce que ça a augmenté les services? Est-ce que ça a changé beaucoup par rapport à ce qui était là avant? C'est-à-dire qu'avant, ces mêmes personnes-là étaient suivies en psychiatrie à l'intérieur d'un hôpital. Maintenant, elles sont suivies par peut-être enfin, une partie des mêmes personnes qui étaient en psychiatrie avant, qui sont rendues en première ligne. Bon, pour ces gens-là, il n'y a plus d'accès direct aux psychiatres comme avant. Là, on va voir avec les années si ces gens-là vont rester en première ligne et si ce suivi-là va permettre que ces gens-là continuent à être autonomes là, dans leur vie. Au niveau des liens, les organismes qui ont des liens avec la deuxième ligne, je pense que ça a continué comme avant. Ce que j'ai entendu à un certain moment, c'était ça, là. Voilà. Pour les organismes, donc pour les C3S qui ont intégré des hôpitaux, peut-être que là, c'est un petit peu plus complexe. Peut-être que là, il y a un peu plus de liens avec certains organismes. Je pense au centre de crise, entre autres, là, qui ont quand même beaucoup d'interactions avec le réseau. Peut-être que là, il y a plus de liens entre le C3S, le centre de crise et le réseau hospitalier, là. Bon, dans le contexte du RACOR en santé mentale, qui est un regroupement, pour l'instant, bon, on a une adresse civique dans un territoire de C3S, donc on se fait inviter plus ou moins régulièrement à des activités qui ont rapport à la santé mentale et qui s'adressent aux organismes ayant une adresse civique sur ce territoire-là. Donc, la création des C3S, c'est une vue de l'esprit administratif, une belle création administrative, mais qui ne correspond pas du tout dans bien des domaines à la réalité. Beaucoup d'organismes en santé mentale, par exemple, ont une vocation régionale, mais ils sont situés à un endroit donné. Alors donc, s'il y a une activité qui a rapport à leur type de mission, puis qui ne sont pas sur le territoire du C3S, je ne sais pas jusqu'à quel point le C3S va faire un effort pour rejoindre cet organisme-là, puisque cet organisme-là ne fait pas partie de leur territoire. On a vu aussi des situations, ça c'est dans un autre contexte que j'ai appris ça, un organisme qui faisait au niveau des communautés culturelles, qui œuvrait à un certain endroit, qui a déménagé à un autre endroit. Malheureusement, il n'avait pas tenu compte qu'il changeait de territoire de C3S, parce que c'était 2-3 rues plus loin, mettons, là. Et le nouveau territoire de C3S se disait, ben non, nous, c'est pas une priorité dans la vie, donc on donne pas de support, on n'a pas d'interaction avec vous, et voilà. Fait que ça a fait comme, ça donne un dur coup. J'avais jasé aussi avec un DG de C3S dans un autre territoire, où là, c'était un projet de personnes handicapées qui est venu s'installer. Et le directeur était pas nécessairement contre ça, mais là, il voyait arriver 25 ou 30 personnes avec des besoins de soins à domicile que lui, il n'avait pas dans son budget, là. Là, il voyait ça arriver, puis là, il disait, oups, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ou enfin, ça demandait des réajustements. Alors, c'est ça, la vision territoriale, la vision d'un C3S avec son réseau local, ben, c'est une tentative de faire une bulle fermée qui ne tient pas la route dans un contexte comme Montréal. Dans un contexte peut-être plus régional, dans lequel il y a peut-être 50 000 habitants sur un grand territoire où tout le monde a intérêt à se parler pour pouvoir répondre aux besoins de la population, c'est peut-être différent, là. Peut-être que c'est plus facile ou peut-être que c'est plus naturel d'organiser un réseau local avec des échanges plus soutenus. Dans un contexte montréalais, c'est plus difficile, là. Le 50 000 personnes, c'est peut-être 3-4 carrés de rue, là, puis on l'a, là, le 50 000 personnes. Alors, les besoins ne peuvent pas tous être comblés par ce qu'il y a sur ce territoire-là. Dans les expériences qu'on entend parfois parler,
Je pense que l'intérêt d'un réseau local qui est plutôt constitué de réseaux en fonction des territoires géographiques ou à tout le moins de voisinage, je pense que là, il y a plus d'intérêt, il y a plus de possibilités. Les gens vont s'identifier plus à un quartier jusqu'à un certain point, là. Et si on organise des comités, des concertations, si on organise quelque chose qui est en lien, où là, on peut aller approcher les élus municipaux, on peut intéresser jusqu'à un certain point les élus provinciaux, ou on peut intéresser peut-être le réseau scolaire, des choses comme ça. Là, il y a peut-être une possibilité de créer des interactions qui vont être positives là, pour agir sur les déterminants de la santé, les déterminants sociaux de la santé. Un autre exemple, dans un contexte montréalais qui est extrêmement, pour moi, c'est un des rares exemples où il y a quelque chose qui réussit à fonctionner, mais parce qu'il y a quelqu'un qui travaille là-dessus à temps plein et qui travaille très, très fort, c'est la transition école-vie active en lien avec les personnes qui vivent une forme d'handicap. Donc là, il y a une grande table qui a réussi à réunir le ministère, les commissions scolaires montréalaises, l'Agence de Montréal, l'agence qui va faire les liens avec les C3S, le milieu communautaire avec les différentes associations, de santé mentale, mais de déficience intellectuelle, etc. Et tous ces gens-là sont autour d'un même projet qui a des répercussions énormes, des répercussions non, qui a une volonté très grande d'influencer le déroulement au niveau des personnes qui sont en transition entre l'école et la vie active. Là, c'est un projet qui a démarré beaucoup avec la déficience intellectuelle, mais qui touche, dans le fond, n'importe quelle forme d'handicap. Il vient un temps dans la vie, ça peut être à 15 ans comme ça peut être à 20 ans, où là, à un moment donné, l'école, comment on va faire, comment on va passer à quelque chose d'autre. Alors, c'est un des rares exemples, et c'est pas piloté par le réseau de la santé, c'est un des rares exemples où on a réussi à mettre différents réseaux ensemble, puis où est en train de s'installer une forme de réseautage, quelques outils très simples, approuvés par tous, où tout le monde a pu contribuer, puis où il va y avoir, où quand ça redescend vers les gens, là, ou quand c'est utilisé par les gens de première ligne, les gens qui ont un contact direct, il y a quelque chose de relativement simple à comprendre, puis qui va aider la réflexion, qui va aider à la transition justement pour ces personnes-là vers leur vie active. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'exemples comme ça que je connais pour une grande région comme Montréal. Là. Il y a des volontés de concertation, mais des projets concrets, là, il y en a un autre aussi qui est en lien avec le travail, mais aussi c'est long, c'est compliqué, il y a beaucoup de réseaux à mettre ensemble. Et encore une fois, c'est pas nécessairement le réseau de la santé là, qui est promoteur de ça ou qui anime ce genre de réseau-là. Pour une très grande région comme Montréal, c'est ça. Je ne sais pas si, au niveau de la santé, on pourrait arriver à des choses comme ça, là, où on peut mobiliser tout le monde sur une thématique, puis s'asseoir ensemble, puis s'arranger que le communautaire, le milieu syndical, milieu scolaire, etc., sont autour du même thème, là. L'élément fondamental, c'est toujours... bon, la première chose, c'est qu'il y a une volonté réelle de créer quelque chose, de s'investir là-dedans. Donc, que le C3S formalise le fait que ça doit exister. Pour l'instant, c'est pas clair, là. C'est vraiment pas clair. Ça dépend beaucoup des C3S et ça dépend beaucoup des personnes qui sont là. La deuxième chose, même s'il n'y a pas de budget dédié à ça au niveau des ententes ministérielles, je pense que ça prend absolument une personne ou une équipe de personnes à temps plein pour lequel c'est un mandat d'animer ce genre d'activité-là. S'il n'y a pas ce qu'on voit beaucoup, puis la plupart des C3S le vivent énormément, il y a un très gros roulement de personnel. Donc, la personne finit par prendre le contrôle d'un certain nombre de dossiers. Les cartes d'affaires, les fonctions des cadres n'arrêtent pas de s'allonger. C'est quasiment des cartes à double espace pour pouvoir lire tout ce que la personne est chef de ceci, cela, etc. Bon. Donc, le dossier animation d'un réseau local de services, là, c'est pas une priorité. Donc, dédier des gens à ça. L'autre élément très important, je pense, c'est la question de la circulation de l'information.
Donc, un réseau local de ce service, même si c'est à l'intérieur d'un programme service, son intérêt, c'est de faire circuler une information qui va avoir une influence à l'intérieur du C3S et à l'intérieur du milieu. Donc, si on fait des réunions juste pour s'asseoir puis échanger, puis dire bonjour, bon, ça va durer un temps. Il faut après, l'étape d'après dans la circulation d'informations, c'est d'arriver à des projets concrets. Quand il y a un projet concret, puis là, on pourrait prendre un autre exemple. Dans l'Est de Montréal, il y a un certain nombre de C3S, beaucoup d'organismes communautaires et plusieurs établissements autour du thème de santé mentale qui font à chaque 2 ans environ, une de leurs activités, c'est de créer un salon des ressources en santé mentale. Donc, ce salon-là donne possibilité à la population de découvrir les organismes communautaires et les organismes publics qui œuvrent en santé mentale. Quelqu'un vient, puis bon, ne serait-ce qu'être utile à l'intérieur du réseau de la santé que les gens des C3S et les gens du communautaire se rencontrent une fois par année puis, ou une fois par 2 ans, puis se jasent, puis disent « Ah oui, c'est ce que vous faites, vous, dans votre organisation. Ah oui, vous avez ça. » Déjà, là, c'est déjà énorme. Alors, mais bon, ça, c'est un projet concret. C'est plus ou moins compliqué à organiser, là. C'est sûr que ça se fait pas facilement, mais ça, c'est concret, puis ça sert à tout le monde et ça permet une action qui est mobilisante pour les gens. Fait que je pense qu'un réseau local de services doit arriver à trouver des choses concrètes qui vont faire que tout le monde y trouve leur compte d'une manière ou d'une autre. Si on n'y trouve pas notre compte comme organisme, les gens ne reviendront pas. Même chose au niveau des établissements. Les gens n'ont tellement pas le temps. S'ils sont là, il faut que ce soit quelque chose qui va permettre à leur établissement soit un meilleur rayonnement, une meilleure compréhension ou leur donner des informations qui vont leur permettre de faire autre chose. Je pense que c'est fondamental. Mais je pense qu'on n'en est pas là, pas pour Montréal. Là, ça, j'ai vraiment pas d'exemple qu'un C3S ait réussi à créer, peut-être que ça existe, là, mais moi, j'en connais pas actuellement, qui ait réussi à créer une mobilisation de différents réseaux sur un territoire de C3S comme tel, sur l'ensemble du territoire. On ne connaît pas. Les C3S montréalais ont été créés à partir de créations géographiques, administratives qui ne correspondent pas à la réalité. Mélanger deux populations, deux quartiers où les gens se sont établis, les gens ont choisi d'aller à vivre dans tel quartier qui avant était une ville défusionnée, qui était une ville autonome, qui est maintenant fusionnée avec une autre ville qui, elle aussi, était défusionnée, qui était fusionnée, etc. Puis entre ça, il y a des gens qui vivaient dans une autre ville qui, elle, était autour de ces deux villes-là. Donc, juste là, la création de ces poches, ces territoires-là, on a réuni des gens qui sont différents jusqu'à un certain point, des gens qui sont à côté. Puis là, on essaie de faire un grand thème pour toute cette région-là. À mon avis, c'est assez utopique, là. Je ne suis pas certain là, qu'on est rendu là. Peut-être que dans quelques années, la maturation va faire en sorte que bon, certains réseaux vont réussir à se rejoindre autour d'une certaine thématique, mais pour l'instant, là, c'est vraiment pas évident. Les structures qui fonctionnent avec les tables de quartier, les structures qui fonctionnent en fonction, qui réussissent à faire que les C3S, les organismes communautaires et les organismes de réseau public, que ce soit scolaire ou autre, qui se réunissent autour de certaines thématiques à l'intérieur d'un comité qui peut être piloté par le C3S ou qui peut être piloté par, mettons, la table de quartier sur un territoire donné, peut permettre au moins une coordination locale sur certaines actions que C3S pourrait entreprendre ou que des organismes communautaires pourraient entreprendre ou que le réseau scolaire ou un autre réseau pourrait entreprendre pour finir de faire en sorte que sur ce territoire-là, ben, les gens au moins sont informés, peuvent se coordonner, peuvent agir ensemble. Sur des plus vastes organisations, c'est extrêmement complexe, là. Je vois pas en tout là pour l'instant comment ça pourra se réaliser. Ben,
Je pense qu'au départ, c'est les programmes services qui sont les plus faciles à organiser en termes de réseau, parce que les gens se reconnaissent à l'intérieur de ces sujets-là, soit dans leur mission d'organisme, ou soit parce que c'est une thématique qui vient rejoindre une partie de la clientèle que les organisations vont desservir. Donc, on peut penser encore au milieu scolaire, on peut penser aux médecins, on peut penser à n'importe quoi. Il y a toujours des pourcentages de clientèle reliés à des programmes services pour lesquels c'est assez facile de comprendre qu'on a un certain intérêt à se parler. Après ça, si je prends l'exemple de la santé mentale, c'est sûr qu'il y a énormément de thématiques qui débordent le problème de santé mentale. Le problème de santé mentale, comme peut-être en déficience intellectuelle, puis au niveau des personnes handicapées physiques aussi, assez rapidement, une fois qu'on a fait état de la situation du problème, puis qu'on a trouvé certains palliatifs pour les personnes handicapées physiques ou certains accommodements pour les personnes en déficience intellectuelle, ou qu'on a réussi à stabiliser pour la personne vivant avec un trouble grave de santé mentale, on a réussi à stabiliser sa situation, bien là, on arrive très vite à des problèmes qui sont de société. Donc, l'accès au logement, l'accès au travail, l'accès aux études, il y a plusieurs thématiques. Là, on rentre dans l'intersectoriel. On peut pas vivre juste à solutionner un problème médical ou un problème d'une certaine forme d'handicap. Ça a des répercussions sur plein d'autres sujets. Alors, je pense que là, ça devient des choses intersectorielles. Maintenant, comment arriver à faire que cette intersectorialité-là se vive? C'est aussi, là, il faut se lever de bonne heure, là. On regarde, là, au niveau de la santé, au niveau comme regroupement, par exemple, on travaille beaucoup avec des gens au niveau judiciaire. Hein. Là, il y a eu la création d'un programme accompagnement justice santé mentale. Bon, là, il y avait le monde juridique, il y avait le monde un peu du communautaire, puis il y a le monde de la santé qui est là, autour d'un projet pour tenter des gens. Puis il y a des gens en une partie aussi qui vient de l'itinérance. Donc, itinérance, santé mentale, judiciaire. Bon, là, il y a des projets qui se sont créés. Mais c'est des projets concrets, c'est de l'organisation à l'intérieur d'une thématique, là. C'est pas plusieurs, il n'y a pas plusieurs domaines qui sont là ensemble, là. Il y en a quelques-uns. Puis bon, c'est déjà d'organiser ça, là, c'est du sport, là. C'est pour les gens qui animent ces réseaux-là, ces projets-là, c'est du sport. Au niveau de la création des réseaux locaux de services, ou du moins de l'impact que ça a peut-être eu ou pas eu, je dirais que plusieurs des organismes communautaires en santé mentale, j'avais fait un petit sondage là avant l'entrevue, pour plusieurs d'entre eux, ça ne change pas grand-chose dans le quotidien de leur travail. Bon, c'est dans la réalisation de ce qu'ils ont comme activité, ça n'a pas eu beaucoup d'influence. Là où ça joue plus, où il y a un certain intérêt, c'est plus au niveau de connaissances mutuelles, c'est plus parfois pour coordonner certaines actions. Mais pour l'instant, là, les réseaux locaux de services, là, ça ne change pas le monde.